la légitimité d'un chef de l'État est très, très importante et cette légitimité ne doit pas venir des puissances étrangères. Non, mais elle doit émaner de la volonté des peuples. Parce que c'est Georgia, c'est vous sur ce panel, c'est tous les jeunes Africains qui doivent pouvoir choisir leur chef d'État sans que les puissances étrangères ne viennent les imposer quoi que ce soit. Ils doivent être éduqués, instruits, ils doivent connaître le droit et leur devoir. Ils doivent être capables de répondre. Je vous jure, si 20 millions, 30 millions de Camerounais sont dans la rue, la France ne peut rien faire. La Russie ne peut rien faire. Les États-Unis ne peuvent rien faire. Prenez l'exemple simplement au Niger. Lorsqu'il y a eu le coup révolutionnaire au Niger, qu'est-ce qui s'est passé? Les Nigériens ont encerclé l'ambassade de France. Ils ont dit que la base militaire va partir. Est-ce que le président avait fait beaucoup de travail? Qu'est-ce que Tchani avait fait? Presque rien. Tchani donnait seulement les ordres, il éduquait le peuple et le peuple suivait. Devant les projecteurs du monde, la France n'avait pas de choix que de se retirer. Ça veut dire que si le peuple s'adonne au combat, si le peuple lui-même embrasse le combat et si les leaders éduquent le peuple, le combat va donner. La même question que je pose aux vieux croulants qui nous dirigent. Le 8e mandat, c'est pour faire quoi, au fait? C'est pour faire quoi? Alors, la réalité est que quand on a goûté au pouvoir en Afrique, surtout pour les dirigeants qui n'ont rien à faire de leur peuple, qui sont installés là comme des petites marionnettes, le pouvoir devient un délice, au fait. Parce que quand on travaille pour son peuple, on est fatigué, on veut se reposer. Quand on travaille, on ne fait pas 8 ans, on ne fait pas 43 ans de pouvoir. Jamais. C'est qu'on ne travaille pas, au fait. Quand on travaille, on ne peut pas demander un mandat après 93 ans presque. C'est-à-dire que ça dépasse même l'entendement humain, en fait. Mais moi, j'ai plutôt pitié de la Côte d'Ivoire qui ne se donne pas la chance de regarder à côté. Regardez le Cameroun. J'espère que vous êtes fiers. Alors, si vous êtes fiers du Cameroun, vous serez exactement là où le Cameroun se trouve très bientôt. Parce que lorsqu'un président s'éternise au pouvoir, quelles qu'en soient les raisons, ça finit par le désastre. J'ai entendu quelqu'un parler de la paix. Mais c'est une paix mortifère, en fait. Lorsqu'on va quelque part, on décide d'aller quelque part au périple, au sacrifice de sa vie, ça veut dire tout simplement que là où on vivait, on n'avait pas de vie. Parce qu'on sait qu'on peut mourir dans le désert. On sait qu'on peut ne pas arriver. On sait que le pire peut arriver, mais on dit on se lance. Ça veut dire que là où on est, on n'a pas de vie, de manière raisonnable. Parce que si j'ai une vie acceptable, pourquoi je veux sacrifier ma vie? Alors je la sacrifie parce que je n'ai plus de vie. Alors si je mets... Combien de Chinois se donnent le plaisir de vouloir sacrifier leur vie? Mais je vais même prendre la chose simple, même en Afrique. Combien d'Éthiopiens vous avez rencontrés dans le désert pour dire qu'ils partent? Jamais, il n'y en a pas. C'est nous, Afrique de l'Ouest, avec nos frères, les Ivoiriens, les autres. Mais il faut être sérieux. Alors moi, je veux sortir par là pour vous rappeler, nous vivons une douleur, une tristesse en Afrique. Et c'est la folie du pouvoir. Les présidents africains ne savent pas qu'il y a une autre vie après la gouverne. Ils ne savent pas que la gouverne est une fonction rémunérée, où ils sont payés pour exercer une fonction et qu'ils devraient partir et laisser les autres le faire. Ils ne le savent pas, au fait. On est plongé dans le tabernacle d'une forme d'héritage. C'est-à-dire que quand on devient président, on a l'impression que c'est le royaume. Paul Biya en a fait 43 ans. Incroyable. Et il a fait 43 ans exactement en faisant ce que Ouattara fait. Bon, heureusement, Ouattara au moins fait des petites choses acceptables. Mais il a toujours laissé croire que c'était lui. Sans lui, là, il ne devait pas avoir de paix, il ne devait pas avoir rien. Même jusqu'à aujourd'hui, on vous laisse croire qu'en dehors de Paul Biya, il n'y a rien. Est-ce que vous pouvez croire ça? Vous pouvez imaginer ça? Donc, c'est pour vous dire que le népotisme, le clientélisme, le tribalisme, la corruption sont les mots-clés de la France-Afrique, sont les mots-clés même du sous-développement, sont les mots-clés même de l'instrumentalisation et de la prise des cerveaux de certaines personnes. Au Cameroun, il y a beaucoup d'êtres qui sont devenus comme des zombies, des personnes zombifiées. Quand vous voyez un jeune qui se lève sur un panel, il avait les voitures au Cameroun, au World TV Africa. Il a pris la route de la Méditerranée. Les poissons ont manqué de le manger dans la Méditerranée. Il a fait, je crois, où c'est 50 ou 100 kilomètres dans l'eau. Il est arrivé, il a bradé toutes les épreuves en Europe.
Et Paul Biya qui était responsable, qui n'a pas pu créer un climat des affaires prospère pour qu'il reste dans son pays. Paul Biya qui a maintenu les accords avec les Occidentaux pour que le pays soit là. C'est lui le premier à se lever pour défendre Paul Biya. Il défend Paul Biya pourquoi? Parce qu'il va arriver au Cameroun, on va l'appeler curieusement le benguiste, l'homme qui a vu le blanc. C'est-à-dire, regardez jusqu'où va le complexe d'infériorité dont Cheikh Anta Diop parle. Les Camerounais qui sont venus en Europe se croient supérieurs à ceux qui sont restés en Afrique parce qu'ils parlent le français de Molière, parce qu'ils vivent, ils utilisent l'euro, ils peuvent coucher avec toutes les femmes qu'ils veulent, dont le système doit perdurer pour certains. Vous allez les écouter sur la toile, vous allez écouter même des Camerounais comparer le Cameroun aux États-Unis d'Amérique, et quand vous allez leur pointer les problèmes qu'il y a au Cameroun, ils vous diront qu'il y a les mêmes problèmes aux États-Unis, il y a les mêmes problèmes au Singapour. Quand ça les dépasse, ils disent que non, l'Afrique a tout. Non, partout en Afrique, c'est les mêmes problèmes. Ils font ce qu'on appelle le nivellement par le bas. Le live a aimé le live, a tapoté aussi. Donc, si vous n'êtes pas abonné, profitez pour vous abonner aussi. Et puis, cette chaîne, ça fait partie d'un écosystème de médias. On a notre chaîne YouTube, Bien Africa Web TV. On a comme 120 000 abonnés avec environ 2 millions de visionnements chaque mois. Donc, vous pouvez vous abonner à nos différentes plateformes. Un Ivoirien qui vient d'intervenir, c'est que quand on gagne dans les urnes, on ne choisit pas ses candidats. Alors quand on choisit les personnes à qui on doit affronter et qu'on élimine les autres pour une raison ou pour une autre, d'une manière aussi maladroite que c'est qu'on est en train de constater, on ne gagne pas dans l'une. Parce que quand on gagne dans l'une, on permet à tout le monde d'y participer de manière juste. On ne choisit pas avec qui on va aller en compétition pour dire qu'on a gagné dans l'urne. Mais je veux plutôt revenir rapidement, hein, parce que moi je vais déjà dire aux Ivoiriens qui ont parfois l'habitude de se moquer des Camerounais, vous êtes sur notre chemin en fait. Vous êtes exactement en train de suivre nos pas. Et on se moquera ensemble les uns les autres, je peux vous le rassurer. Parce que lorsque Paul Biya allait à son 4e mandat, on avait les profondeurs de la bêtise qui venaient nous expliquer les bien fondés. Et ça se passe exactement comme ça se passe chez vous aujourd'hui. Il y avait des gens qui vantaient les qualités inexistantes, au fait. Ils ne savaient pas qu'il faut respecter la loi, que l'alternance est très importante pour un pays. Lorsqu'un individu se maintient au sommet de l'État, c'est dangereux pour un pays. Et encore quoi, un individu qui ne se maintient pas au gré des Ivoiriens, parce qu'il faut taire la moindre contestation. C'est le Cameroun, au fait. Alors, vous êtes en train de vous plaindre d'un 4e mandat, vous irez au 8e mandat. Alors, si vous ne pouvez pas stopper aujourd'hui, vous ne stopperez pas ça le lendemain. Parce que, comme il a posé la question de savoir, le 5e mandat, là, c'est pour faire quoi, au fait? C'est la même question que je pose aux vieux croulants qui nous dirigent. Le 8e mandat, là, c'est pour faire quoi, au fait? C'est pour faire quoi? Alors, la réalité est que quand on a goûté au pouvoir en Afrique, surtout pour les dirigeants qui n'ont rien à faire de leur peuple, qui sont installés là comme des petites marionnettes, le pouvoir devient un délice, au fait. Parce que quand on travaille pour son peuple, on est fatigué, on veut se reposer. Quand on travaille, on ne fait pas 8 ans, on ne fait pas 43 ans de pouvoir. Jamais. C'est qu'on ne travaille pas, au fait. Quand on travaille, on ne peut pas demander un mandat après 93 ans presque. Ça dit que ça dépasse même l'entendement humain, en fait. Mais moi, j'ai plutôt pitié de la Côte d'Ivoire qui ne se donne pas la chance de regarder à côté. Regardez le Cameroun. J'espère que vous êtes fiers. Alors, si vous êtes fiers du Cameroun, vous serez exactement là où le Cameroun se trouve très bientôt. Parce que lorsqu'un président s'éternise au pouvoir, quelles qu'en soient les raisons, ça finit par le désastre. J'ai entendu quelqu'un parler de la paix. Mais c'est une paix mortifère, au fait. Mais dans cette paix, il y a combien de cadavres? Le jeune Toussaint, je me souviens, décapité quelque part. Il y en a autant qu'on ne peut pas citer. C'est comme au Cameroun, au fait. Donc, quand je parle du Cameroun, je parle de la Côte d'Ivoire sans me gêner, sans chercher à me soucier, parce que c'est la même chose, au fait. On nous raconte cette bêtise-là au Cameroun en parlant de paix. Mais c'est des paix mortifères, au fait. Nous enterrons combien de Camerounais, des journalistes, des hommes des églises, des hommes d'État, juste pour une paix qui n'existe pas. Bon, déjà au Cameroun, on a une guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Mais Paul Biya disait la même chose lorsqu'il faisait son 4e mandat. Il disait qu'il est la paix. Que non, vous voyez, il y a la paix et tout, mais la guerre anglophone a explosé après. Parce que c'était une paix mortifère, au fait. C'est-à-dire que c'était une paix sous les longs couteaux. Il y avait des gens qui perdaient la vie pour qu'une soi-disant paix s'installe. Il fallait taire, il fallait traumatiser les gens pour laisser croire que c'est une paix. Mais aujourd'hui, on en a fini. Où est cette paix? Où est cette paix, au fait?
Alors aujourd'hui, la Côte d'Ivoire prétend avoir un semblable de paix. Non. C'est pas une paix, c'est une paix mortifère. Alors il faudrait bien que Ouattara parte pour qu'on sache effectivement à quel niveau la Côte d'Ivoire se trouve. Et l'alternance dans un pays est très important. Je vous le dis, croyez-moi, je suis Camerounais, nous vivons les douleurs d'un président grabataire qui s'est battu pour être là, tel Ouattara en train de le faire. Et vous pouvez voir que l'appétit vorace du pouvoir fait en sorte qu'à 93 ans, il est incapable même de se tenir. Mais on va déposer sa candidature à sa place dans son silence complice. Mais vous vous demandez, ben, écoutez, qu'est-ce qui ne va pas au fait? Et lorsqu'il faisait son 4e mandat, si je vous remets les vidéos de ce qu'on disait, les échos de ce que les Camerounais disaient, c'est la même chose que certains Ivoiriens qui soutiennent Ouattara disaient au fait. Et on veut bien remercier l'ancien président ivoirien, père son âme, il nous a dit, n'acceptez jamais que Paul Biya meure au pouvoir. Mais je vous le dirais aussi la même chose, n'acceptez jamais que Ouattara meure au pouvoir. Il faut l'alternance, qu'on le veuille ou pas. C'est ça qui apporte un nouveau souffle, au fait. Donc, lorsque on constate ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous avez raison de mettre ces gens côte à côte. Alors, vous avez un président Cameroun de sa minable gestion qui veut aller à une élection, mais qui s'arrange à empêcher tout candidat capable de faire changer la chose. Exactement comme Ouattara est en train de faire. Et on nous laisse croire que c'est dans les urnes. Mais lorsqu'on va dans les urnes, on permet d'aller dans les urnes avec des candidats, on respecte la loi et on va dans les urnes et on démontre dans une élection transparente qu'on a le choix. Ne biaise pas les élections au préalable, tel c'est fait au Cameroun, où on se base systématiquement pour annuler tout opposant, toute personne qui peut apporter une contradiction. Et on dit, bon, on a gagné dans les urnes, mais on n'a pas gagné dans les urnes. C'est une lâcheté minable. C'est une lâcheté complètement minable. Aujourd'hui, le Cameroun va faire face à la Cour constitutionnelle. Parce que on a choisi le candidat, sinon on a enlevé l'autre. On a choisi celui-ci, non, celui-ci n'est pas. On a enlevé. Mais écoutez, comment nos dirigeants peuvent être aussi minables? J'ai écouté Laurent Gbagbo dire ça dans ses déclarations. Mais si vous voulez aller aux élections, vous choisissez avec qui vous allez compétir. Vous annulez les autres. Vous faites tout pour que les autres... Mais on va où? On fait quoi? Et lorsque les Africains qui aspirent à challenger contre les grands pays soutiennent une bêtise pareille, moi j'ai de la douleur en tant qu'Africain. Parce que autant ça se fait soutenir chez moi, et pourtant tout le monde connaît que c'est la catastrophe. Tout le monde connaît qu'on fonce droit dans le mur. Mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre, ces grabataires? Ils veulent juste la couler douce pour finir leur vie. Ils ne veulent pas répondre de leurs actes. Ils ne veulent pas répondre encore. Il ne faudrait pas que le moment venu qu'ils répondent. Non, il faut qu'ils s'éternisent le plus longtemps possible pour se faire remplacer par leur fils ou alors par leur petit frère ou alors par quelqu'un qui va... Exactement comme c'est en train de se faire au Cameroun. Vous croyez que Paul Biya avait un autre mandat parce qu'il va gouverner? Il a d'abord fait quoi de ce qu'il a eu? Alors parce qu'il faut qu'on trouve un moyen de faire rentrer Franck Biya. Il faudrait changer la constitution pour avoir un vice-président, faire de lui un vice-président pour que ça se perpétue. Mais où va l'Afrique au fait? Mais ce qui est dommage, c'est que nous avons une espèce humaine qui soutient ça en sachant pertinemment que c'est dans le vide qu'on plonge. Tout simplement pour satisfaire l'intérêt égoïste de certaines personnes. Et j'ai encore entendu dire que les Ivoiriens, comme les Camerounais, voyagent parce qu'ils ont vendu les biens, ils ont pris la main, quand même, seront sérieux. Ayez pitié des gens. Ayez pitié, je vous en prie. Peut-être que vous avez la chance de vivre de la manne du gouvernement qui vous permet de chauffer vos marmites. Ayez pitié des gens, en fait. Ayez pitié. Nous avons encore les vidéos de certains Ivoiriens dans le désert, dans une misère incroyable. Donc vous croyez que ces gars avaient suffisamment de millions pour se lancer dans une aventure de la mort? Pour vous qui êtes en Europe et qui soutenez ce gouvernement de misère chez vous, pourquoi vous n'êtes pas chez vous? Pourquoi vous n'êtes pas chez vous, au fait? Pourquoi vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous n'êtes pas au Cameroun pour bénéficier et profiter de ce qui est la bonne offre? Pourquoi? Et alors on nous fait comprendre que les Chinois voyagent, mais bien sûr les Chinois voyagent. Je vais vous raconter une histoire aussi simple. Aux États-Unis, on est en train de renvoyer des gens qui sont sans papier. 0 Chinois. 0 Indiens. 80% des personnes, c'est les Africains, les Mexicains et autres.
dans la même catégorie, au fait. Ils se déplacent dans le monde. Mais est-ce qu'ils se déplacent de manière affamée? Non. Mais nous, les Africains, on se déplace parce qu'on n'a pas mieux chez nous. Nous avons encore vu une embarcation avec 24 Camerounais. Ils ont fait un SOS. On les a oubliés, ignorés, au fait. Bon, peut-être encore chez vous, les Ivoiriens, vous avez encore le temps de les regarder. Nous, on les a ignorés. Ils sont morts là-bas, abandonnés, on s'en fout. Mais vous parlez même de quoi, au fait? Vous croyez qu'on peut être bien chez soi et aller chez les autres misérés? Quand on est bien, on reste chez soi. Quand on est chez les autres, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque chez soi. Et surtout, ça dépend de pour comment on va. Quand on prend le désert, la mer, on espère la gentillesse des poissons et la bonté du désert. C'est qu'on est misérable. Parce qu'on va au sacrifice de sa vie. Alors, on se dit que dans ce désert, on peut mourir. Alors, quand on va quelque part où on sacrifie sa vie, ça veut dire que là où on vivait, on n'avait pas de vie. Je le reprends pour que les gens écoutent. Lorsqu'on va quelque part, on décide d'aller quelque part au périple, au sacrifice de sa vie, ça veut dire tout simplement que là où on vivait, on n'avait pas de vie. Parce qu'on sait qu'on peut mourir dans le désert. On sait qu'on peut ne pas arriver. On sait que le pire peut arriver, mais on dit on se lance. Ça veut dire que là où on est, on n'a pas de vie, de manière raisonnable. Parce que si j'ai une vie acceptable, pourquoi je veux sacrifier ma vie? Alors je la sacrifie parce que je n'ai plus de vie. Alors si je mets... Combien de Chinois se donnent le plaisir de vouloir sacrifier leur vie? Mais je vais même prendre la chose simple, même en Afrique. Combien d'Éthiopiens vous avez rencontrés dans le désert pour dire qu'ils partent? Jamais, il n'y en a pas. C'est nous, Afrique de l'Ouest, avec nos frères, les Ivoiriens, les autres. Mais il faut être sérieux. Alors moi, je veux sortir par là pour vous rappeler, nous vivons une douleur, une tristesse en Afrique. Et c'est la folie du pouvoir. Les présidents africains ne savent pas qu'il y a une autre vie après la gouverne. Ils ne savent pas que la gouverne est une fonction rémunérée, où ils sont payés pour exercer une fonction, et qu'ils devraient partir et laisser les autres le faire. Ils ne le savent pas, au fait. On est plongé dans le tabernacle d'une forme d'héritage. C'est-à-dire que quand on devient président, on a l'impression que c'est le royaume. Paul Biya en a fait 43 ans. Incroyable. Et il a fait 43 ans exactement en faisant ce que Ouattara fait. Bon, heureusement, Ouattara au moins fait des petites choses acceptables. Mais il a toujours laissé croire que c'était lui. Sans lui, là, il ne devait pas avoir de paix, il ne devait avoir rien. Même jusqu'à aujourd'hui, on vous laisse croire qu'en dehors de Paul Biya, il n'y a rien. Est-ce que vous pouvez croire ça? Vous pouvez imaginer ça? Mais on peut encore accepter certaines choses chez Ouattara. Mais chez Paul Biya, c'est la catastrophe, au fait. C'est la misère ambulante. Mais il y a des gens qui soutiennent ça, au fait. Cette risée du monde. On estime qu'il n'y a personne que lui. Et quand même on me pose la question, mais qu'est-ce qu'il aurait même fait pendant qu'on dit qu'il n'y a personne comme lui? Rien du tout. Le Cameroun plonge dans une bêtise continuelle, au fait. Donc, moi je m'arrête en disant, je donne un conseil aux Ivoiriens. Alors, si vous regardez le Cameroun aujourd'hui, avec une aire de moquerie, rassurez-vous que si ce mandat passe, vous n'êtes pas loin de vous retrouver dans la même situation. Ça, je peux vous le rassurer. Croyez-moi, on est en train de vivre cette même chose. Si on avait su, on n'aurait pas permis de faire un mandat de plus. On serait sauvé. Il aurait fait ce qu'il aurait à faire. Quelqu'un d'autre serait venu. Peut-être qu'il serait revenu après. Et ça aurait changé beaucoup. Mais n'avoir pas eu le courage de le faire partir, quand il fallait le faire partir, il a fallu aujourd'hui que les Camerounais assument cette médiocrité. Parce que lorsqu'il s'est enraciné davantage, il était devenu impossible, j'ai dit quasi difficile de le faire partir parce qu'il avait tout verrouillé. Il s'est donné tout le temps de verrouiller. Et pourtant, lorsqu'il fallait le faire partir, on a flanché. On n'a pas compris que c'était le moment de le faire partir. Et aujourd'hui, regardez la risée que nous sommes devenus. On est obligé de passer peut-être par une guerre civile pour le faire partir. À l'état actuel des choses, où toutes les candidatures qui sont capables de le renverser sont carrément annulées. Qu'est-ce qu'on pense? Alors moi, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on n'a plus peur, on est déjà des cadavres. Puisqu'on est obligé de passer par là. Soit on doit se taire à jamais, soit on doit se battre. Alors pendant qu'on peut encore avoir le choix de faire ce qu'il y a de mieux, moi je vous dis, faites ce qu'il y a de mieux. Je vous le conseille. Sinon, nous allons nous asseoir tous ensemble pour pleurer. Parce que nous, au Cameroun, on pleure. On le dit, on pleure. J'ai la douleur d'être Camerounais. Je n'ai aucune fierté d'être Camerounais là où je suis. Parce que quand je regarde chez moi, c'est la catastrophe la plus incroyable. Même les chaînes ivoiriennes en ont parlé. Et ils ont rappelé à Maurice Kamto que s'il était ivoirien, il n'aurait pas eu ce problème. Bien sûr.
Mais qu'est-ce qu'on en sait? Barbeau est là-bas, il a le même problème. Il faut dire la vérité. Alors c'est la même roue qui tourne, dans la même bêtise. Et il y a des gens qui soutiennent ça. Je ne sais pas si c'est de manière aveugle ou alors c'est juste pour maintenir et soutenir son préban. Et c'est ce que nous vivons au Cameroun. Merci pour le temps de parole que j'ai. Ok, merci beaucoup. Donc, les amis, si vous avez découvert la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est comme on a un écosystème de médias. On a notre chaîne YouTube. Il y a quand même plus de 120 000 abonnés. Et je mets souvent les extraits de ce live sur la chaîne YouTube. Donc, si vous avez pris le live en cours de route, vous pouvez retrouver certaines parties du live sur ma chaîne YouTube. Et pour trouver le lien de la chaîne YouTube, allez dans ma bio TikTok. Vous pouvez aller, c'est un lien rapide. Donc, abonnez-vous ici comme là-bas. Et nos lives, on est en train de suivre quand même l'actualité africaine. Momo, s'il vous plaît, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. D'accord. Salut Bi-Africa Web TV. C'est la première fois que j'arrive sur votre chaîne. Et merci de nous donner la parole et merci de vous apaisantir sur le cas du Cameroun et de ses présidents qui essayent de s'éterniser au pouvoir. Donc, moi, je me présente, je suis Camerounais et j'ai beaucoup milité du côté du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est le parti du professeur Maurice Kamto, qui aujourd'hui s'est présenté comme candidat à l'élection présidentielle sous la houlette du Manidem, candidature qui a été rejetée par Election Cameroun. C'est l'organe en charge de valider les candidatures au Cameroun. Alors, déjà sur l'affiche, je vois le président Paul Biya, le président de mon pays, qui est arrivé au pouvoir en 1982, âgé de 92 ans. Et quand même, vous avez quand même eu l'honneur de nous retirer un mandat. Paul Biya n'est pas son 7e mandat. Il a son 7e mandat. Il veut briguer plutôt un 8e mandat. Donc, c'est pas 7e mandat, c'est 8e mandat. Donc, c'est le double de ce que Alassane Ouattara a fait. Et d'ailleurs, Alassane Ouattara également, lui-même, il a déclaré que à son âge, il ne devrait pas faire un autre mandat parce qu'à 90 ans, les gens sont fatigués, ils n'aimeraient pas porter le poids de cette vie. C'est ça le mal aussi avec l'Afrique et les Africains. On ne sait pas tenir parole. Si j'ai dit qu'à 90 ans, je peux pas diriger, à 87 ans, je peux pas diriger, je laisse le pouvoir. Si j'ai bien travaillé, je laisse le pouvoir, comme disait tantôt quelqu'un. On ne peut pas juger de votre bilan si en réalité, il n'y a pas eu alternance, si vous n'avez pas laissé quelque chose, et la société, même le social, le niveau de vie des citoyens qui parlent. Moi, je vais plus m'apaisantir. Bon, déjà, je vais prendre quelques similitudes dans la France-Afrique qu'il y a entre mon président Paul Biya et Alassane Dramane Ouattara. Les deux ont été cooptés par Patricia Balmain. Patricia Balmain, elle, qui a travaillé pour Ouattara, pour Paul Biya, également pour Nicolas Sarkozy et autres, que c'est elle qui avait créé une chaîne qu'on a pour les web TV de Nicolas Sarkozy et de Paul Biya. Et d'ailleurs, Patricia Balmain, c'est elle qui a convaincu Robert Gallo et Luc Montagnier, les co-découvreurs du VIH et du virus de la maladie du sida, à venir parrainer le centre Chantal Biya. Il y a un centre médical au Cameroun qu'on appelle le centre Chantal Biya. Et Paul Biya était à l'investiture de Alassane Dramane Ouattara et il a déclaré que la démocratie a gagné. Il était assis aux côtés du président français. Qu'on le veuille ou pas, Ouattara est un président france-africain, mais ce que Ouattara a de plus, c'est quand même que lui, il assume le fait qu'il est un président france-africain, c'est-à-dire il est l'allié occidental, il assume. Mais pour Paul Biya, on essaie de nous fabriquer un certain panafricanisme des laboratoires. Malheureusement, c'est quelques panafricains éclairés. Je comprends pourquoi le frère Oba a dit Bandikani. Il le dit parce que il y a une certaine facilité au Cameroun à critiquer d'autres pays, à voir la plaie ailleurs, les problèmes ailleurs, mais à ne pas voir les problèmes du Cameroun. C'est même le cas parce que même Nathalie Yam, c'est parce qu'elle a été sévèrement attaquée qu'elle est venue sur le bilan de Biya, mais elle a déclaré ouvertement et clairement que Paul Biya
est un panafricain. Donc, si vous êtes panafricain et que vous estimez que la parole de Nathalie Yam est une parole d'évangile, ça veut dire que Paul Biya est un panafricain. Mais ce n'est pas le cas. Parce que, bon, au Cameroun, on sait comment ça se passe. Il y a également Franklin Nyamsi, quand même, qui critique Paul Biya. Il y a Alain Foucault qui commence à critiquer Paul Biya. Il y a Bandakani qui, lui, carrément, avait pris son parti et ses partisans. Il avait créé un G20 pour soutenir la candidature de Paul Biya contre des prébendes. On a le ministre Momo Jean de Dieu, mon homonyme, qui est quand même ministre délégué à la justice aujourd'hui, qui était sur Afrique Média pour chanter les louanges et chanter les louanges de Paul Biya. Bon, il y a un livre que le frère béninois ou le Bénin, via Kémy Seba, a quand même rédigé sur cette affaire d'Afrique Média, qui n'est en rien une chaîne panafricaine, qui est l'œuvre d'une dictature ou l'œuvre d'une propagande au profit de certains dictateurs d'Afrique centrale. Mais en ce qui concerne l'analyse sur l'Afrique de l'Ouest, il y a de la lucidité. Il faut le reconnaître. Maintenant, je vais présenter le Cameroun. C'est quoi le Cameroun? Le Cameroun, c'est un territoire de 475 442 km² avec plus de 360 ethnies. C'est comme le Togo, c'était sous protectorat allemand, et après la défaite de l'Allemagne à la Première Guerre mondiale, le Cameroun a été divisé en deux parties. Une partie qui est revenue aux Britanniques et une autre partie qui est revenue aux francophones. Là, c'est pour embrayer sur ce qui se passe au Cameroun. Actuellement, les Camerounais ne vous disent pas longuement qu'au Cameroun, il y a plus de 20 000 morts qu'une crise a provoqué au Cameroun. Et cette crise est née de la volonté de Paul Biya de ne pas développer le pays et de ne pas écouter les citoyens camerounais, parce que le parti anglophone qui s'est levé a commencé à manifester avec les arbres de paix. Il marchait qu'avec des arbres de paix. Et comme Paul Biya ne sait faire qu'une chose, il n'a que pour seule arme le marteau. Il a martelé, il a dit on ne défie pas l'État. Il a pris les armes contre les Camerounais. Et aujourd'hui, on paye le prix fort, 20 000 morts, et dans toutes ces régions qui n'étaient même pas déjà sous la houlette de la France, c'est Ahidjo qui a mené ces régions dans la coupole de la France, et Paul Biya a continué l'assassinat de cette région en 1984, lorsqu'il a intégré carrément, il est revenu à la République du Cameroun, et pourtant c'était la République fédérale à l'époque. Il a donc entériné l'affaire, il a refusé de résoudre le problème, et la grande partie du pétrole dans ces régions appartient aux Français de Perenco quand même, qui se partagent avec les entreprises chinoises comme Adax et autres. Donc, ça, c'était pour présenter le premier problème qu'il y a au Cameroun. Maintenant, le Cameroun, sous Amadou Ahidjo, bien vrai que celui-là, c'était un France-Africain. Bien vrai qu'il a lutté contre les martyrs camerounais. Bien vrai que c'est lui qui a contribué en 1971 avec Paul Biya à éliminer un grand panafricain que je sais pas si vous le connaissez, il s'appelait Ernest Wandje. Il y a une chanson camerounaise qui dit Ernest Wandje. Il y avait aussi le docteur Moumié Félix et le Ruben Oumniobé, qui sont même allés militer jusqu'en Côte d'Ivoire et qui avaient même un quartier, je crois, c'est en Guinée. Ils avaient un quartier en Guinée qui se battait pour l'indépendance et la souveraineté du pays, à qui on a ôté la vie en affectant le capitaine Lenoir et le commandant Lenoiret, en signant ce que vous avez appelé les accords de défense, ce que vous appelez communément les accords secrets, et ce que d'autres exagèrent en appelant les accords coloniaux, qui sont passés par les accords de Yaoundé 1, les accords de Yaoundé 2, les accords de Lomé 1, les accords de Lomé, les accords de Cotonou. Aujourd'hui, Paul Biya est celui qui est resté dans la continuité de ces accords en imposant, en amenant tous les pays de l'Afrique centrale, de la zone CEMAC, à aller signer les APE, les accords de partenariat économique. Et ces accords de partenariat économique sont un frein pour le développement du Cameroun et le Made in Cameroun. C'est un peu comme si vous étiez au Bénin ou au Togo ou en Guinée, je ne sais quoi, dans quel pays. Vous êtes par exemple au Bénin, votre président s'élève, il va signer les accords avec la France et l'Union européenne en disant que les Français et l'Union européenne peuvent venir déverser leurs produits
Au Bénin, c'est-à-dire ils peuvent ramener par exemple le manioc, je ne sais pas si vous cultivez le manioc là-bas, l'igname ou la patate, bon, en fait même le tissu béninois, vous produisez du tissu béninois, ils vont signer un accord avec la Hollande en levant les barrières douanières, en demandant aux Hollandais de venir avec leurs produits dans votre pays, et sans barrière douanière, et leurs produits sont moins chers parce que c'est standard, c'est des pays développés. La production est élevée directement, ça va tuer le made in Bénin, ça va tuer le made in Cameroun. Donc, c'est dans cette continuité que Paul Biya est resté. Et je dois vous rappeler que Paul Biya, sur le site de l'ambassade de France au Cameroun, et d'ailleurs, l'accord de 2009, ratifié en 2012 par la France, stipule que le Cameroun actuellement a un accord de défense. Dans sa première version, c'était accord de défense. C'est devenu partenariat de défense sur 5 ans. Il a été ratifié en 2012 pour une durée de 5 ans et l'article 28 de cet accord donne les modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation de ces accords. Nous avons vu quand même le Mali, nous avons vu le Niger, le Burkina et même le Tchad dernièrement et parfois même la Côte d'Ivoire fait un faux semblant de dénoncer ces accords. Mais le cas de Paul Biya, il n'a jamais dénoncé l'accord de défense et autres. Il est resté dans l'accord de défense, raison pour laquelle même il y a la mission logistique française au Cameroun. Parce qu'il faut avoir une certaine lucidité et une analyse juridique sur le Cameroun, connaître le Cameroun. Si vous voulez connaître le Cameroun, connaissez le Togo. Parce que le Togo et le Cameroun, attention, n'ont pas eu les mêmes statuts de colonie que le Sénégal, le Bénin, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire et les autres. Donc la France peut se permettre d'aller déposer les bases militaires dans vos pays, mais le Cameroun, en réalité, le Togo sont des bébés onusiens. C'est-à-dire, on peut dire que ce sont des colonies onusiennes. Le Cameroun, en 1922, est sous mandat. Et dans l'acte du mandat, article 3, il a été interdit à la France de poser une base militaire au Cameroun, mais elle pouvait former des militaires au Cameroun pour la police Cameroun, pour la police ou la gendarmerie camerounaise. Quand je dis police, gendarmerie, c'est pour la population, ou faire venir son armée. Mais la France elle-même ne pouvait pas imposer à un autre pays de ne pas venir faire le commerce au Cameroun. Sinon, ça devait être réglé devant les instances de justice internationale parce que on sortait de la guerre mondiale. Donc, voilà le cas du Cameroun. Parce que vous allez rencontrer des Camerounais qui vont vous dire que Paul Biya n'a pas de culture de base militaire. Et malheureusement même, c'est Paul Biya qui a amené la première base militaire étrangère au Cameroun. C'est les États-Unis d'Amérique qui avaient une base à Garoua-Salaï. À Garoua-Salaï, au Cameroun, avec plus de 300 soldats qui ont dénoncé les exactions des soldats camerounais sur des personnes dans la lutte contre Boko Haram. Et puis, ils sont partis. Et c'est à cette période que Paul Biya a signé un accord de partenariat militaire avec la Russie. Faites bien la différence entre l'accord de défense et un partenariat militaire. Parce que le partenariat militaire, c'est un système dans lequel vous échangez des informations, la formation et autres. Mais au cas où votre pays est attaqué, en cas d'attaque du Cameroun, la Russie ne peut pas venir défendre le Cameroun, ce qui n'est pas le cas avec l'accord de défense. L'accord de défense veut dire que si je suis attaqué, ton pays est attaqué. En fait, c'est ce que l'AS a aujourd'hui, l'accord de défense, le partenariat, la défense mutuelle. Donc, ça, c'est le cas du Cameroun, pour qu'on soit clair. Parce que les Camerounais, ils ont souvent une façon de mamailler, ils vous amènent des arguments. Et en fait, c'est deux catégories. C'est deux façons de voir les choses. Maintenant, revenons même sur le Cameroun. Le Cameroun, économiquement, sous Amadou Ahidjo, le Cameroun avait quand même atteint l'autosuffisance alimentaire. Quand j'ai dit autosuffisance alimentaire, ça ne veut pas dire comme les Camerounais dans leur façon de penser, certains Camerounais, dans leur façon de penser, surtout les Sardinas, parce qu'au Cameroun, on les appelle les Sardinas, les supporters de Paul Biya, parce que c'est des gens qui ont la capacité d'aller prendre une boîte de sardines, un Coca-Cola ou une petite bière et un pain et aller voter un président sur un mandat de 7 ans. C'est pour cette raison qu'on leur a donné le nom de Sardina, c'est-à-dire des gens qui ont oublié leur tête et leur cerveau ou leur matière grise au Maroc, parce qu'Amadou Ahidjo avait créé une société de sardines au Maroc et leur corps est resté
au Cameroun, ils ont leur corollaire là-bas au Gabon qu'on appelle les kounabélistes. Donc, je supporte d'abord, un peu comme vous aviez dit tout à l'heure, des ados moutons. En fait, c'est la même catégorie de personnes. Donc, le Cameroun avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Quand j'ai dit autosuffisance alimentaire, ça ne veut pas dire que comme j'ai porté un cajot de tomates, je suis allé vendre au Gabon. Ça veut dire que je suis autosuffisant ou je ne suis pas autosuffisant alimentaire. Autosuffisance alimentaire veut tout simplement dire que le riz que je produis, je prends juste un exemple, la quantité de riz que je produis dans mon Bénin, dans mon Cameroun, dans mon Sénégal et dans ma Côte d'Ivoire est capable de nourrir ma population, de répondre aux besoins de ma population. La quantité de manioc que je produis dans mon Bénin natal, dans mon Cameroun natal ou dans mon Afrique natale est capable de résoudre les besoins alimentaires de l'Afrique. Mais on constate quand même qu'au Cameroun, plus de 3 millions de Camerounais, ça vient du ministère de l'Agriculture, donc c'est la déclaration gouvernementale à côté du programme alimentaire mondial. Plus de 3 millions de Camerounais sont en état d'insuffisance alimentaire aiguë. C'est-à-dire, sous Amadou Ahidjo, on avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, les Camerounais n'arrivent pas à manger à leur faim. Et d'ailleurs, ECAM 5, c'est-à-dire l'Institut national des statistiques du Cameroun, qui fait dans son rapport, son dernier rapport de 2022, étudiant le taux de pauvreté au Cameroun, rappelle quand même que dans le taux de pauvreté à l'échelle nationale, être pauvre au Cameroun ou extrêmement pauvre, c'est vivre en deçà de 817 francs CFA par jour. Donc, on nous rapporte que sur les 27 millions de Camerounais que nous sommes, 10,5 millions de Camerounais ne parviennent pas à avoir 800 francs CFA par jour. C'est de l'extrême pauvreté et que l'économie du Cameroun est portée par le secteur informel à plus de 50%, alors que le président de la République nous dit qu'on va atteindre l'émergence en 2030, où il a sorti un programme qu'il appelle la SND 30, dont les objectifs ne peuvent même pas être atteints. Déjà, le document stratégique de croissance pour l'emploi a été abrogé parce qu'il n'a pas atteint. Alors, nous ne sommes pas de ceux qui venons dire que rien n'a été fait. Moi, je ne dirais même pas que rien n'a été fait. Je dirais que Paul Biya a détruit les acquis et les bases de développement. Quelqu'un a dit ici que le président Alassane Ouattara est en train de continuer un plan que le président Houphouët-Boigny avait mis. Peut-être des plans quinquennaux, je ne sais pas, je ne vais pas trop rentrer dans les affaires de la Côte d'Ivoire, mais je vais quand même aller. Le Cameroun était la 8e économie d'Afrique centrale, la huitième économie en matière de PIB par habitant. Jadis, sous Amadou Ahidjo, le Cameroun et Singapour, le Cameroun et Singapour, le Cameroun et la Corée du Sud, c'était des pays comparables. Le Cameroun avait une flotte qui faisait sa fierté, Camer. La Camer faisait la fierté du Cameroun, pour ceux qui ont connu le Cameroun, de la Camer et autres. Maintenant, le Cameroun est tombé. Le Cameroun est passé de la 8e position à la 28e position en matière de PIB par habitant, c'est-à-dire l'ensemble des richesses produites au Cameroun. Quand j'ai dit PIB, ça veut dire en réalité, je prends des éléments comme la balance commerciale, c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations. Je prends les investissements. Je prends tous les éléments qui peuvent constituer le PIB, donc l'ensemble des richesses créées dans un pays. Et quand on veut parler d'économie, on peut parler au moins de 30 indicateurs. Donc, en matière de PIB par habitant, cela nous rapporte quand même que en 2022, le Cameroun était à 1661 $ par habitant produit par année, qui est quand même les 1/7 de ce qu'un Gabonais produit par année. Un Gabonais produit par année, qui est quand même très loin de ce qu'un Ivoirien peut produire par année, 2578 $. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est le choléra, mais au Cameroun, c'est encore le choléra, plus la peste, plus le VIH-Sida. Donc, c'est très, très dangereux. Le taux d'accès à l'électricité au Cameroun, rendez-vous compte aujourd'hui, le Cameroun possède un potentiel hydraulique de 12 000 mégawatts, c'est-à-dire une quantité assez suffisante pour électrifier toute l'Afrique centrale et même l'Afrique de l'Ouest. C'est le 3e potentiel hydroélectrique en Afrique subsaharienne, derrière la République démocratique du Congo et l'Éthiopie. Mais vous vous rendez compte tout simplement que le Cameroun est à moins de 2300 mégawatts. Et dans les 2300 mégawatts,
allez voir qui construit ces barrages, c'est les Français de EDC, c'est les Français de EDC, c'est les Français de EDC et les autres. Et là, on vous dit qu'en zone urbaine, le Cameroun est à 64% du taux d'accès à l'électricité. Donc, 64 personnes sur 100 ont l'électricité au Cameroun. Et d'ailleurs, cette électricité qu'ils ont au Cameroun, faites attention, tous les jours, Eneo coupe la lumière au Cameroun. C'est difficile au Cameroun que la lumière reste toute la journée. Ça relève même carrément du miracle. On a construit carrément des barrages au Cameroun. Après la construction des barrages, les barrages eux-mêmes se sont noyés. Comment le poisson qui est appelé à vivre dans l'eau, à nager, qui n'a appris qu'à nager, est né en nageant? Lui-même, il se noie. On se pose la question, sans qu'on ait apporté de l'huile ou bien des engrais dans la mer ou dans la rivière. C'est ce qui arrive au Cameroun. Avec un détournement de plus de 8 000 milliards. 8 000 milliards de détournement et la dette du Cameroun est de 14 000 milliards. C'est quand même 70 à 80% de la dette qui a été détournée avec des politiques budgétaires et non des politiques économiques. Tout à l'heure, vous parliez même du franc CFA. Moi, je vais embrayer la question sous un autre angle. On parlait du franc CFA en essayant de déifier la France, en présentant la France comme je sais pas où c'est Hercule, où c'est qui. Il faut parler de la responsabilité première de nos chefs d'État, de nos dirigeants. Et nous, le peuple, nous devons mettre la pression sur ces dirigeants. C'est à nous de porter les véritables dirigeants qui aspirent au panafricanisme. Et non, le panafricanisme doit être une arme stratégique et politique pour nos États et l'unité de l'Afrique. L'Afrique ne va pas s'unir en une seule journée. Par exemple, merci beaucoup. Donc, je m'étais arrêté au niveau du climat des affaires. Je vais aller un peu rapidement pour ne pas monopoliser la parole. Je m'étais arrêté au niveau du climat des affaires. Le climat des affaires, donc si vous allez investir au Cameroun, le Cameroun est noté par le COFAS ou par des autres organisations avec un risque pays C et un environnement des affaires D. Le Cameroun a un indice de perception de corruption et un état de droit classé sur 142 pays. Le Cameroun se retrouve quand même à la 132e position. Et en Afrique subsaharienne, c'est la plus grande dictature. Donc, même où les Blancs, ils ont classé les pays, comme ils ont la détestation et la haine du Sahel, des pays du Sahel, ils ont quand même pensé qu'au Cameroun, la dictature était énormissime. Bon, je vais passer dessus. Et au Cameroun, vu que le panafricanisme doit s'accompagner d'un projet, il ne faut pas seulement parler. Pour nous, nous avons pensé que le panafricanisme doit être une arme politique et pragmatique. Ça doit être même comme le sang des Africains. Ça doit être une force opposée aux forces otaniennes, une force opposée aux grandes puissances, c'est-à-dire la grande puissance africaine. Nous avons pensé que il fallait créer les États-Unis d'Afrique comme l'idée de Kwame Nkrumah et les pères fondateurs. Et les États-Unis d'Afrique, ça peut être, bon, je ne vais pas dire là, mais il faut déjà commencer. C'est pour cette raison que dans le programme politique, ce que nous avons proposé en 2018 aux Camerounais, il était question de créer les États-Unis d'Afrique centrale en commençant avec un ou deux pays. Donc le pays qui sera d'accord, on crée les États-Unis d'Afrique centrale, comme l'AES s'est créé en confédération. Et pour le faire, il faut se baser aussi sur l'éducation. Au Cameroun, rendez-vous compte que dans les livres d'histoire, on parle au Camerounais de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, des héros français, de Nicolas Sarkozy, de Lionel Jospin, de tout, de Gaston Defferre et autres. Mais jamais on ne parle au Camerounais des leaders panafricains camerounais nationalistes comme les Oumniobé, les Moumié Félix, les Ernest Wandji. Et d'ailleurs, on aimerait même bien qu'on leur parle de Amiral Cabral, de Thomas Sankara, de Sylvanus Olympio. En fait, des leaders noirs, des Cheikh Anta Diop, ceux qui ont marqué l'histoire, ceux qui ont marqué l'histoire, mais qui sont des Noirs, qui sont des Camerounais, qui sont comme eux, qui sont leurs semblables pour les galvaniser. Et puis, c'est pour cette raison qu'on va créer une jeunesse panafricaine. On va lancer l'idée des écoles jeunesse panafricaine pour former des milliers de panafricains. Parce que le panafricanisme a quelque chose d'exceptionnel qu'a relevé Georgia. Vous allez constater que même ceux qui sont instrumentalisés, qui défendent Paul Biya, ils ont quelque chose quand même de positif.
Ce qu'ils ont de positif, c'est qu'ils ont quand même l'amour de la patrie. Donc le panafricanisme a quand même réveillé le patriotisme dans le cœur des personnes, malgré qu'il soit instrumentalisé, parce qu'aujourd'hui, on utilise le panafricanisme au Cameroun pour instrumentaliser et dédouaner le bilan des chefs d'État. Et moi, je suis contre cette infantilisation de nos chefs d'État. Parce que lutter contre la France-Afrique, lutter contre la colonisation, ça prend en compte 2 ou 3 facteurs. Premier facteur, le colon, la France, l'Union européenne, les forces occidentales. Deuxième facteur, le traître intérieur, le collabo. On ne saurait lutter contre la France en laissant le collabo. Vous ne pouvez pas dire un temps soit peu que vous luttez contre la France-Afrique au Cameroun en maintenant Paul Biya au pouvoir, lui qui donne la main à la France, lui qui est capable de créer dans l'histoire de l'opération Sangaris, laisser passer les forces françaises au Cameroun pour aller attaquer un pays comme la Centrafrique et autres. Donc, pour lutter contre la France-Afrique, il faut cela et derrière, il faut éduquer et préparer le peuple. Moi-même, par rapport au franc CFA, j'ai eu beaucoup de débats avec Oba et Georgia. Moi, je suis pragmatique. Nous, Camerounais, nous, Africains, nous devons nous lever et nous devons arrêter de déifier et de faire de la France une grande puissance au même rang que la Chine et les États-Unis d'Amérique. Nous avons signé des accords de coopération où on nous les a imposés dans les années, je pense en 1972, le 23 novembre 1972, où mon président de la République à l'époque, j'étais pas né, mais c'est mon président, dans le principe de la continuité de l'État, avait envoyé et mandaté un plénipotentiaire qui s'appelait Charles Onana Awana, aux côtés de Koyamba et des autres Pungi et tous les pays de l'Afrique centrale, allait signer cet accord monétaire. Mais en cet accord monétaire, nous sommes assez intelligents. L'article 17 de cet même accord monétaire dit que le pays qui n'est pas content dénonce formellement l'accord et sort de l'accord. Et de plein droit, la convention des comptes d'opération s'arrête. Alors, vous ne pouvez donc pas venir expliquer aux Camerounais que pendant 43 ans, une momie comme Paul Biya a passé le temps à mettre 50% des revenus des Camerounais dans les comptes d'opération au trésor français, et que c'est à cause de ça qu'il n'a pas pu développer le Cameroun. Et pourtant, l'article 2 de la Constitution lui confère le droit par le peuple de porter la souveraineté, parce que le chef de l'État est le représentant, est le garant de la souveraineté et de la continuité de l'État. C'est lui qui signe les accords internationaux et c'est lui qui il signe les accords internationaux et il peut les arrêter. Donc, qui de plus que qui de mieux qu'un président de la République pour dénoncer un accord? Alors, ce faisant, nous avons pensé qu'il va falloir mettre déjà la pression sur ces chefs d'État. S'ils ne sont pas capables de dénoncer, on les dégage avec la volonté du peuple. On met les présidents qu'il nous faut à la tête de nos États, que ce soit par voie révolutionnaire. Quand je parle de voie révolutionnaire, je peux parler des voies qui se sont passées au Mali, au Niger, au Burkina Faso. D'ailleurs, Abraham Lincoln définit la démocratie comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, même si vous avez fait un coup d'État et que le peuple dit que je suis d'accord, c'est la démocratie. C'est ce qu'on doit d'abord noter. Si j'ai fait un coup d'État et que le peuple dit que je suis d'accord avec ce coup d'État, nous en avons marre sur ce régime, bravo, on vous applaudit, c'est la démocratie aussi. Parce que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et tant que tu milites pour le peuple et que tu travailles pour le peuple, tu es dans cette démocratie. Donc, nous avons pensé ça pour le Cameroun. Et nous avons, pour ce faire, il va falloir préparer et éduquer les Camerounais. Et c'est ce que notre leader politique, Maurice Kamto, a passé le temps à faire. Il est d'abord un juriste, il est membre du curatorium, parmi les 18 meilleurs avocats du monde entier. Maurice Kamto en fait partie et je pense faire un clin d'œil aux Nigériens. Il est chevalier de l'ordre de la valeur de la République du Niger parce que dans l'histoire des 3 frontières, Maurice Kamto avait intervenu et dans beaucoup d'histoires, l'affaire France contre Guinée équatoriale, Maurice Kamto était l'avocat de la Guinée équatoriale contre la France, c'est-à-dire, il a aussi rédigé un livre panafricain dont je vous invite à lire, ça s'appelle Urgence de la pensée. Alors, nous avons déjà pensé en 2018 dans le chantier 1 du programme politique
que le mouvement pour la renaissance du Cameroun proposait aux Camerounais, que la légitimité d'un chef de l'État est très, très importante et cette légitimité ne doit pas venir des puissances étrangères. Non, mais elle doit émaner de la volonté des peuples. Parce que c'est Georgia, c'est vous sur ce panel, c'est tous les jeunes Africains qui doivent pouvoir choisir leur chef d'État sans que les puissances étrangères ne viennent les imposer quoi que ce soit. Ils doivent être éduqués, instruits, ils doivent connaître le droit et leur devoir. Ils doivent être capables de répondre. Je vous jure, si 20 millions, 30 millions de Camerounais sont dans la rue, la France ne peut rien faire. La Russie ne peut rien faire. Les États-Unis ne peuvent rien faire. Prenez l'exemple simplement au Niger. Lorsqu'il y a eu le coup révolutionnaire au Niger, qu'est-ce qui s'est passé? Les Nigériens ont encerclé l'ambassade de France. Ils ont dit que la base militaire va partir. Est-ce que le président avait fait beaucoup de travail? Qu'est-ce que Tchani avait fait? Presque rien. Tchani donnait seulement les ordres, il éduquait le peuple et le peuple suivait. Devant les projecteurs du monde, la France n'avait pas de choix que de se retirer. Ça veut dire que si le peuple s'adonne au combat, si le peuple lui-même embrasse le combat et si les leaders éduquent le peuple, le combat va donner. Posez-vous la question de savoir, avant Ibrahim Traoré, il y avait un président au Mali. Est-ce que les Maliens, sous l'ancien président, avaient la même mentalité qu'ils ont sous le président sous le président Assimi Goïta? Est-ce que les Burkinabés de l'ancien président ont la même mentalité que la mentalité qu'ils ont sous Ibrahim Traoré? Non, c'est parce qu'il y a eu un leader qui a eu la capacité d'impulser un combat et la mentalité du peuple y va avec. Si vous êtes dans un peuple d'ivrogne, de soula, de coller la petite, un peuple qui se livre qu'à l'alcool, à la prostitution et autres, regardez le profil du président de la République. Le président de la République qui va prendre une fille de joie, il va disparaître, il n'est pas là, il fait le faux mort. Vous allez voir un peuple qui va verser dans ça. Donc, c'est pour dire que le peuple est à l'image du président et le président lui-même, il est à l'image du peuple. Parce que l'éducation, en réalité, relève d'un domaine de souveraineté de l'État. Parce que vous êtes éduqué en fonction de ce que les ordres que l'État donne là. Quand vous allez, n'allez pas vous, dites-vous que si vous allez dans une école et que vous montez vos propres programmes scolaires, on va vous mettre en prison. Parce qu'on veut vous formater, on veut vous dresser de telle sorte que vous soyez un citoyen et que vous entrez dans les mailles de la République. Si vous avez fait des mailles néocoloniales, vous serez des néocolons, des petits néocolons. Si vous avez fait des mailles panafricaines, vous serez des mailles panafricaines. Alors, dans le programme que nous avons proposé pour les Camerounais en 2018, nous avons pensé que nous sommes 30 millions. Et l'âge médian au Cameroun, les jeunes, ils ont 18 ans. Comment est-ce qu'au Cameroun, dans un pays, un si beau pays, l'Afrique en miniature, comment dans un si beau pays, Paul Biya peut se permettre de prendre les enfants des Camerounais, les envoyer au champ de bataille, aller mourir à l'âge de 18 ans, alors que ces enfants n'ont même pas le droit de vote. Ils ne peuvent voter quand ils ont 21 ans, alors qu'ils ont le devoir de mourir, de perdre leur vie pour la République à 18 ans. Nous avons pensé qu'à l'âge de 18 ans, ils devraient avoir le droit de vote et que même le vote devrait même peut-être être obligatoire et qu'on pourrait même sanctionner ceux qui ne choisissent pas. Parce que nous aimerions que tous les Camerounais participent au vote. Et d'ailleurs, vous avez vu Paul Biya qui a quand même éliminé beaucoup d'électeurs camerounais en leur disant que si vous n'aviez pas de titre de séjour, vous ne pouvez pas voter. Alors, si on est à l'ambassade du Cameroun à Paris, aux États-Unis et même au Bénin, ça veut dire qu'on est au Cameroun. Comment vous pouvez demander aux Camerounais des documents étrangers pour participer à la vie citoyenne, à l'avenir de leur pays? C'est une violation grave de l'état de droit. C'est ce que nous dénonçons au Cameroun. Et c'est ce que nous avons inscrit dans les programmes. Et nous avons pensé pour que des choses que Alassane Ouattara va faire 4 mandats, Paul Biya va faire 8 mandats, n'arrive plus, d'inscrire dans la Constitution un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, et vous partez. Parce qu'il y a une chose qui se passe. Paul Biya peut arriver au pouvoir. Il travaille très bien. Il travaille tellement bien que vous aimez. Mais
Paul Biya doit avoir aussi la capacité de former des Camerounais et de former son entourage qui soit capable de prendre sa relève. Parce qu'un grand homme, c'est celui qui forme ceux qui sont autour de lui. Un bon professeur, c'est celui qui a les bons étudiants et les étudiants qui produisent des bons résultats. Un grand homme, ce n'est pas celui qui vient s'asseoir au pouvoir pendant 42 ans, 52 ans. Il construit bien le pays et quand il part, tout le pays tombe. Non, un grand homme éduque bien son peuple. Si les Camerounais sont tous bien éduqués, et comme vient d'expliquer aujourd'hui aux Camerounais qu'il y a qui a pas Paul Biya, c'est un aveu d'échec. C'est pour cette raison que nous avons proposé ces chantiers aux Camerounais et nous avons proposé que l'état de droit, on ne peut fonder aucun pays s'il n'y a pas d'état de droit. Donc, il faut un leader charismatique au Cameroun qui va mettre sur pied des institutions fortes. Et les institutions doivent être capables. Le Conseil constitutionnel doit être capable de dire le droit. La Cour suprême doit être capable de dire le droit, etc. L'Assemblée nationale qui représente le peuple doit être capable de défendre le peuple en toutes circonstances. L'armée doit être souveraine. Les soldats ne doivent pas être des recrutements par des prébendes tribales. Je suis de telle tribu, on m'a recruté. Je suis sur la liste de Chantal Biya. Je suis le mercenaire de Chantal Biya, alors que je suis soldat camerounais pour défendre la République, défendre le peuple. Ça, c'est seulement le libellé de la partie numéro 1 du programme que nous avons proposé. Et sur le chantier, sur les chantiers économiques, nous avons proposé des choses comme la sortie du franc CFA. Pourquoi la sortie du franc CFA? Et de façon communautariste, nous proposons à d'autres pays de sortir avec eux et de créer une monnaie. Avec exemple, peut-être le Bénin, la Guinée équatoriale, le Congo et les autres. Mais s'ils refusent de sortir, on retourne tout simplement en zone CEMAC, on choisit les pays qui accepteront de sortir, on crée la monnaie avec, et si personne ne veut, on crée notre propre monnaie. Parce qu'il est anormal, selon moi, qu'il y ait un taux de rationnement au crédit. Vous savez que en économie, en réalité, la monnaie, est un bien vide. C'est l'économie qui fait les choses. Et pour créer la monnaie, pour avoir une économie forte, il faut financer les opérateurs. Il faut financer la pauvre femme qui veut faire l'agriculture. Il faut mettre sur pied les infrastructures socio-économiques. Il faut financer Georgia. Il faut financer Kébési. Et pour financer, la France dit que si tu as 100 euros, tu ne peux que donner 25 euros. Il faut faire sauter absolument ce verrou. Soit vous avez peur de la France et vous avez peur de mourir, vous fermez vos bouches, vous restez tranquille, soit vous allez au taquet, comme Sylvanus Olympio n'avait pas eu peur. Assimi Goïta n'a pas peur. Tchani n'a pas peur. Un président de la République est d'abord un soldat, et si ça ne va même pas, on va les mettre à l'école militaire. Ils vont faire des écoles militaires et des écoles politiques pour s'asseoir là-bas. Quand c'est mauvais, un président doit même prendre les armes. Lui-même, il part d'abord au champ de bataille pour montrer combien de fois il aime la patrie. Il défend la patrie. Quand j'ai parlé comme ça, c'est pas forcément des armes physiques, c'est des armes idéologiques, c'est des armes intellectuelles, c'est la capacité à défendre le pays. C'est-à-dire, on ne peut plus continuer à avoir des antipatriotes à la tête de nos États. On ne peut pas avoir des présidents qui divisent l'Afrique. On ne peut pas avoir des présidents qui n'expliquent pas aux Noirs que vous êtes des Kamites. On ne peut pas avoir des présidents qui n'expliquent pas aux Noirs que vous êtes le même noyau atomique et qu'on doit être unis pour faire face aux nouveaux défis du monde. L'Iran veut la bombe atomique. Vous savez pourquoi? Des pays, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Donc, on n'a pas droit à la division aujourd'hui. C'est dans ce genre de programme que nous, on s'est inscrit. On ne peut pas continuer des choses comme quoi un Camerounais qui a pris une nationalité étrangère, béninoise, chinoise ou quoi, parce qu'il est dans une certaine situation. Imaginez, vous êtes en France. On dit que pour travailler à la mairie, vous êtes obligé d'être français. Vous prenez tout simplement la nationalité parce que vous devez travailler à la mairie, subvenir aux besoins de vos familles. D'ailleurs, quand vous travaillez en France, en Italie, en Allemagne, partout où vous êtes, vous envoyez assez d'argent en Afrique. Vous contribuez aux devises de ce pays. Vous contribuez aussi au développement du pays. Vous créez de la monnaie ex nihilo. Parce que ce que vous envoyez, ça permet de dresser, d'augmenter la masse monétaire dans votre pays. On vous dit que non, si vous prenez cette nationalité, vous parlez la langue béninoise, vous êtes une Amazone comme Georgia. On vous dit que comme vous avez pris cette nationalité, vous n'êtes plus béninoise. Fichez-nous le camp. Non, nous disons non. Le principe de double nationalité et multinationalité doit être restauré. Parce que pour moi, personnellement, c'est anormal qu'on aille chercher
des Noirs américains, des Afro-américains, qu'on a cherché des Caraïbéens, qu'on a cherché des Haïtiens, pour dire que ce sont des Africains, ce sont nos enfants. Je suis d'accord qu'on a les chercher, mais alors c'est anormal qu'on puisse exclure Georgia de son pays parce qu'elle a eu une nationalité américaine. Et puis, ceux qui font les exclusions comme ça, c'est ceux-là qui viennent nous expliquer qu'ils sont des panafricains. Non, nous voulons travailler avec notre diaspora, même vos enfants qui sont nés en Italie, en Allemagne, aux États-Unis et autres, à partir du moment où vous êtes noir et que vous étiez originaire du Cameroun, vos enfants gardent la nationalité. Ils peuvent même rentrer à l'Institut des relations internationales du Cameroun, faire la diplomatie et être des diplomates camerounais. Voilà le programme que nous avons proposé aux Camerounais et nous avons passé le temps à les instruire de façon dans le droit et autres, à leur montrer quels étaient leurs devoirs, quels étaient leurs droits. C'est pour cette raison que vous voyez aujourd'hui le peuple camerounais est un peu en éveil. Il parvient aujourd'hui à détecter les instrumentalisations et autres. Voilà pourquoi le peuple camerounais aime Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto est un président qui leur a ouvert les yeux. Il peut être roi ou il peut choisir de devenir faiseur de roi. Monsieur Momo, est-ce que, on l'a dit, Paul Biya, il est en route pour le 8e mandat. Il a fait 43 ans au pouvoir. S'il a pu durer autant au pouvoir, est-ce que le peuple camerounais n'est pas résigné aujourd'hui que tout le monde attend dans une certaine mesure sa mort pour que les choses soient changées? Parce qu'on n'a pas l'air, peut-être de l'extérieur, qu'il y a vraiment des mouvements de contestation intérieure. Est-ce que, ou bien, dans une certaine mesure, le peuple adhère à ce qui se passe? Quel est votre point de vue sur ça? Alors, merci beaucoup. C'est une très bonne question, Biafrica Web TV. Dans la mesure où je parle souvent d'un certain principe, j'explique souvent certaines choses quand je fais certains lives, ou bien quand je communique avec certains Camerounais. Et c'est en classe de terminale au Cameroun, en classe de terminale scientifique. Généralement, pour ceux qui ont fait l'école au Cameroun, ils savent la terminale D. On a appris un certain réflexe qu'on appelle le réflexe de Pavlov. C'est-à-dire, avant de donner la nourriture à son chien Pavlov, il sonnait la cloche. Et quand vous sonnez la cloche, le principe voudrait que quand vous voyez la nourriture, vous salivez de c'est ça dans les mouvements réflexes. Alors, il sonne la cloche, il donne la nourriture, il sonne la cloche, il donne la nourriture. Et après, un jour, il vient, il sonne la cloche, il ne donne pas la nourriture, le chien salive. Ça veut dire que c'est ce que vous appelez communément le syndrome de Stockholm. Certains Camerounais, tellement ils sont restés, ils sont nés sous Paul Biya, ils ont vu Paul Biya, ils ont même pris goût à la dictature. C'est-à-dire, c'est le principe de la femme qui a été VIOL, je ne vais pas prononcer pour que le live saute, qui a été VIOL, qui a pris goût, c'est-à-dire, vous tombez amoureux de votre oppresseur. Il y a certains Camerounais qui se retrouvent dans ça. Il y a d'autres Camerounais qui sont là pour avoir un poste dans l'administration ou pour avoir ne serait-ce qu'un travail où ils vont gagner 50 ou 100 euros le mois, 200 euros. Ils sont obligés d'avoir un membre de leur famille qui est bien placé. C'est ça, c'est ce qu'on appelait le népotisme au Cameroun. Un membre de leur famille qui est bien placé, ou bien ils sont obligés d'avoir l'argent pour aller acheter des postes, le clientélisme. C'est-à-dire, on a maintenu ce système. Ce système est carrément néocolonial. Le clientélisme, le népotisme, le tribalisme. Pourquoi le tribalisme? Vous savez, le tribalisme, c'est la création des pôles opposés. C'est les antagonismes. Je viens dans la famille, je vois Georgia qui est ami avec Biafrica Web TV. Qu'est-ce que je fais? Je prends les armes, je donne à Web TV. J'ai dit à Web TV que Georgia est méchante, elle est mauvaise. Et de l'autre côté, j'alimente le fait que tu piétines Georgia. Et derrière, le jour où je crée un sentiment de frustration en Georgia dirigé contre toi, Georgia n'aura pas de sentiment de frustration ou bien de rébellion contre moi. Et le jour où toi, tu lèves la tête parce que je t'ai donné le pouvoir, j'active Georgia de l'autre côté en disant à Georgia que c'est même Web TV Africa là, c'est le plus méchant. Il a pris le pouvoir, il a tout. Et je redonne maintenant les armes à Georgia. Ça, c'est le principe du tribalisme. Donc, c'est pour vous dire que le népotisme, le clientélisme, le népotisme, le clientélisme, le tribalisme, la corruption sont les mots-clés
de la France-Afrique, sont les mots-clés même du sous-développement, sont les mots-clés même de l'instrumentalisation et de la prise des cerveaux de certaines personnes. Ils sont au Cameroun, il y a beaucoup d'êtres qui sont devenus comme des zombies, des personnes zombifiées. Quand vous voyez un jeune qui se lève sur un panel, il avait les voitures au Cameroun, au World TV Africa. Il a pris la route de la Méditerranée. Les poissons ont manqué de le manger dans la Méditerranée. Il a fait, je crois, où c'est 50 ou 100 kilomètres dans l'eau. Il est arrivé, il a bradé toutes les épreuves en Europe. Et Paul Biya, qui était responsable, qui n'a pas pu créer un climat des affaires prospère pour qu'il reste dans son pays. Paul Biya qui a maintenu les accords avec les Occidentaux pour que le pays soit là. C'est lui le premier à s'élever pour défendre Paul Biya. Il défend Paul Biya, pourquoi? Parce qu'il va arriver au Cameroun, on va l'appeler curieusement le benguiste, l'homme qui a vu le blanc. C'est-à-dire, regardez jusqu'où va le complexe d'infériorité dont Cheikh Anta Diop parle. Les Camerounais qui sont venus en Europe se croient supérieurs à ceux qui sont restés en Afrique parce qu'ils parlent le français de Molière, parce qu'ils vivent, ils utilisent l'euro, ils peuvent coucher avec toutes les femmes qu'ils veulent, dont le système doit perdurer pour certains. Vous allez les écouter sur la toile, vous allez écouter même des Camerounais comparer le Cameroun aux États-Unis d'Amérique, et quand vous allez leur pointer les problèmes qu'il y a au Cameroun, ils vous diront qu'il y a les mêmes problèmes aux États-Unis, il y a les mêmes problèmes au Singapour. Quand ça les dépasse, ils disent que non, l'Afrique a tout. Non, partout en Afrique, c'est les mêmes problèmes. Ils font ce qu'on appelle le nivellement par le bas. Donc, c'est cette population qui a été divisée. Et le tribalisme, je vais insister dessus. Pourquoi le tribalisme? Georges l'a relevé ici. Le tribalisme, c'est ce que, au Cameroun, il y a un Français qui avait dit que nous allons à l'indépendance avec un caillou dans notre chaussure. Et si vous aviez écouté les discours de Ibrahim Traoré, il a demandé au Burkinabé de prendre exemple sur deux peuples camerounais. Je pense que vous connaissez ce discours. Les Bamileke et les Bassa. Pourquoi je le dis? Maurice Kamto est de la tribu des Bamileke. Étant de la tribu des Bamileke, dans l'histoire du Cameroun, les Bamileke sont ceux qui avaient plus adhéré au projet panafricaniste, nationaliste camerounais. Il y avait 1 million de leurs frères qui avaient été tués. On a même mis le napalm, la bombe là-bas chez les Bamileke. C'est pour cette raison que Ibrahim Traoré dit prenez exemple sur eux. Et Lamberton, qui était un Français, eux, ils ne se battaient pas parce qu'ils étaient Bamileke, ils se battaient parce qu'ils étaient Camerounais et Africains pour redorer le blason du Cameroun et donner la gloire aux Noirs camerounais et que le Camerounais soit indépendant. Voilà pourquoi ils se battaient. Ils ne se battaient pas pour être des Bamileke ou pour la gloire des Bamileke. Mais le colon a fait ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. C'est-à-dire, il a fait une taxation, une connotation tribale d'une revendication politique. Nous sommes dans une revendication politique. On dit que non, vous vous battez pour votre tribu. C'est ce que le colon Lamberton, les Griblins et les autres avaient fait. Ils ont donc taxé l'Union des populations du Cameroun, qui est un parti nationaliste, qui est un parti comme, je sais pas, comme vos amis de Beyanzin, Kémy Seba et les autres qui sont en train de se battre. Ils ont donc dit que non, ceux-là c'est des maquisards, ceux-là c'est des bandits, ils portent des armes contre l'État. Ils ont dit que ce sont les Bamileke. Ils ont même divisé la lutte. Et dans cette lutte, il y avait beaucoup de Bassa, il y avait toutes les tribus du Cameroun. Ils ont fait une taxation, ils ont divisé le combat en présentant le Bamileke comme étant l'ennemi du peuple. Ceci, je le dis, parce que le principal candidat de l'opposition au Cameroun vient donc de la tribu de ceux-là qu'on appelle la tribu des maudits. Que les Blancs, les colons ont appelé la tribu des maudits, dont on avait tué 1 million de frères. Et qu'on a mis dans les têtes des Camerounais qu'un Bamileke ne sera jamais président. Vous voyez tout simplement qu'il y a certains Camerounais qui vont se lever du fait que pour lui, le Bamileke est un esclave. Il ne faudrait pas que le Bamileke soit président. Il y a d'autres qui se lèvent, qui disent que non, le président est de ma tribu, même s'il ne m'a pas apporté l'eau potable, même s'il est resté dans le franc CFA, même s'il a fait du mal à l'Afrique, du mal au Cameroun, je vais quand même le choisir parce que c'est mon frère du village. Si le Bamileke arrive au pouvoir, je vais devenir quoi? Il va s'attaquer à moi. Il est mon ennemi. Pourtant, c'est un esclave. Ils sont même allés dans les livres d'histoire. Ils ont écrit Wamakulo Stade Omnisport
présentant le Bamileke comme étant le dernier de la société, comme étant l'esclave des autres. Le villageois qui arrive en ville, qui va dans un stade de football, va entrer parmi un supporter de Barcelone qui va se mettre parmi les supporters du Real de Madrid. Et quand Barcelone marque, lui, il enlève le maillot, il enlève son maillot, il se met à jubiler parmi les supporters du Real de Madrid. Il ne va que se faire tabasser. Voilà comment dans les livres d'histoire, on a présenté ceux de cette tribu à d'autres Camerounais. Et de l'autre côté, ceux de la tribu du président, on dit Abanda et la médaille. Donc, c'est ceux qui ont droit à la médaille. Paul Biya a donc continué l'œuvre de ceux qui lui ont donné le pouvoir, le tribalisme d'État. Et ce tribalisme est entré dans les sphères des Camerounais. Voilà donc ce qui a divisé et fracturé un peu le peuple camerounais. Mais aujourd'hui, avec l'éducation que les Camerounais ont reçue, je tiens à vous remercier aussi, à remercier Georgia, à remercier même tous ces panafricains qui ont quand même rappelé, à remercier beaucoup Cheikh Anta Diop, qui ont quand même rappelé que nous avons presque le même noyau atomique, nous venons presque tous d'Égypte et du Congo, et que nous avions des États. Vous avez fait un travail énorme en nous présentant comme ceux que vous pensez qui sont vos ennemis là, en réalité ce sont vos frères. Donc c'est ce que nous tirons de positif dans le kémitisme. Ça, c'est la part positive du kémitisme que je tire pour implémenter ça dans le cadre politique. Et nous pensons maintenant que nous voulons un État camerounais ou des États-Unis d'Afrique centrale ou les États-Unis d'Afrique où tous les peuples ont le même noyau atomique. Ils ne pensent qu'à un objectif, une foi, un peuple, et puis un commandement, comme je peux dire, ou bien un seul développement. Donc, aujourd'hui, les Camerounais sont mobilisés. Aujourd'hui, Paul Biya utilise les moyens de l'État. Il utilise le ministère de l'Intérieur à Tanganji, qui est ministre de l'administration territoriale au Cameroun. Il militarise toutes les villes. Il fait peur aux Camerounais, au point où ils ont sorti une chanson au Cameroun. Il a chanté « Ne tente pas, ils vont tirer sur toi ». Ça, c'est la chanson au Cameroun. C'est des jeunes Camerounais qui le chantent au nom de l'armée. Que ne tente pas de protester. Ne sors pas. Tu dis que tu veux revendiquer. Revendiquer quoi? Ne tente pas, ils vont tirer sur toi. Et les Camerounais sont dans les bars, ils dansent, ils boivent l'alcool, ils sont contents de dire que l'État va tirer sur toi. Il y a même d'autres partis politiques, parce qu'ils ont incrusté, ils ont infiltré des partis politiques, ils ont créé des partis politiques satellites. Vous imaginez que le ministre de l'Intérieur de la France, Bruno Retailleau, va dans les partis politiques et nomme les représentants des partis politiques. Ils choisissent dans un parti, ils arrivent dans votre parti politique, ils choisissent leur faction. Donc, un parti politique au Cameroun, c'est deux factions. Une faction gouvernementale et une faction qui se bat pour le parti. Et quand ça ne va pas dans leur sens, ils vont créer ce qu'ils ont créé. La raison pour laquelle même aujourd'hui, Maurice Kamto n'arrive pas, on a rejeté sa candidature, c'est parce qu'on est parti réveiller quelqu'un qui était déjà exclu du parti politique pour venir déposer sa candidature et pour nous parler de pluralité de candidats, pluralité d'investiture. Donc, imaginez que... Je termine. Oui, terminez encore, oui, allez-y, oui. Imaginez quelqu'un, vous avez votre parti Bi-Africa, Web TV, avec Georgia. Georgia a été exclu du parti. Moi, Momo, je viens, vous m'investissez, vous avez la qualité de m'investir parce que vous êtes président du parti. Le gouvernement a acté que Georgia a été exclu du parti. Vous m'investissez et le gouvernement va appeler Georgia que Georgia doit venir déposer sa candidature et lui donne 30 millions. Et puis, le même gouvernement, ELECAM, c'est-à-dire l'organe qui est en charge des élections, va invalider ma candidature sous prétexte qu'il y a 2 candidatures qui ont été déposées. Pourtant, Georgia n'a pas qualité de déposer une candidature. Et derrière la candidature du président de la République, il y avait aussi 2 candidats. On valide sa candidature, on rejette pour les autres. C'est donc ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est la forfaiture. Merci. Oui, en fait, ce que je voulais dire, ce modèle-là, pour éliminer les adversaires, on l'a déjà vu au Bénin, en 2019, on a fait déposer à un Béninois sa candidature dans 2 partis différents. Et comme ça, l'organe qui valide les candidatures a éliminé les 2 partis. Donc, c'est pas nouveau. Ils ont les mêmes... Oui, au Bénin, ça s'est passé exactement la même chose.
on a demandé à un citoyen de déposer sa candidature au PRD, le Parti du Renouveau démocratique, et à un autre parti qu'on appelle Moël Bénin. Donc comme ça a permis d'éliminer les deux partis parce qu'on ne voulait pas que le PRD soit aux élections. Donc c'est pas nouveau, on voit ça partout, un peu partout. C'est les gouvernements qui sont en déroute là créent toutes les illusions possibles pour pouvoir éliminer leur adversaire.